Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes mardi 29 décembre et dans l'actualité de ce soir, le dernier au revoir au général Mamadou Niang à la mosquée omarienne. Sa famille, ses proches, l'armée et l'administration, tous présents pour lui rendre hommage. Le général Niang repose désormais au cimetière de Yoff. Le maire de Dalifort, Idriss Diallo, a également été inhumé à Yoff aujourd'hui. Seule la famille restreinte a assisté à la levée du corps. Le contexte actuel ne se prête pas au rassemblement. Mais ITV s'est rendu à Dalifort ce matin, au son quartier. Une forte émotion sur place, des témoignages poignants à suivre dans cette édition. Nous allons aussi parler de la menace du SAES de perturber l'année universitaire en cours. Les enseignants du supérieur exigent l'ouverture des négociations avec le gouvernement. Et enfin, dans Réussir au Sénégal ce mardi, Daouda Thiam va nous raconter son parcours. Le jeune entrepreneur spécialisé dans le secteur de l'éducation et de la formation. En 2018, Influence Magazine l'a désigné parmi les 50 personnalités les plus influentes en Afrique de l'Ouest. Le général Mamadou Niang, oui, repose désormais au cimetière de Yoff. La mosquée omarienne a refusé du monde en début d'après-midi. Étaient présents famille, amis, proches, anciens collaborateurs dans l'armée et dans l'administration. Étaient également présents nos reporters Omar Khan. Fin de carrière pour le général Niang. C'est une foule immense qui s'est retrouvée ici, à la mosquée omarienne, pour assister à la prière mortuaire du général Mamadou Niang. Thierno Madani Tall, khalife de la famille omarienne, a dirigé la prière. Allahu Akbar. Fin de carrière pour celui qui a démarré comme instituteur avant de devenir général de l'armée. Une carrière exclusivement au service de sa patrie. Au plan militaire, grâce à ses aptitudes, il a gravi tous les échelons de commandement. Il fut chef du prestigieux corps du bataillon des blindés, commandant de secteur en zone sud, commandant en second du détachement sénégalais déployé au Liban, sous-chef opération à l'état-major général des armées, directeur de la DSE, sous-chef, sous-SEMGA et IGFA, inspecteur général des forces armées. À la suite de sa carrière militaire, les plus hautes autorités de ce pays ont bien voulu lui confier les responsabilités de ministre de l'Intérieur et d'ambassadeur, notamment en Guinée-Bissau et en Grande-Bretagne. C'est dire que le général Niang a consacré toute sa vie à son pays. Ceux qui l'ont côtoyé aussi bien dans l'armée que dans l'administration retiennent de lui un grand chef, un grand homme, humble et courtois. Ce que je peux dire de lui, c'est sa personnalité. C'est un grand chef. C'est-à-dire qu'il était patient, il avait de l'empathie, il était ouvert. Le général ne parlait pas un mot plus que l'autre. Il avait une voix suave qui vous invite à l'écoute et qui vous invite au respect. C'était un homme respectueux de ses subordonnés. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je peux dire sur le général. Je peux rester ici toute la journée parce qu'on est resté ensemble longtemps. Jusqu'à ce que j'aille au Rwanda, il était sous-chef d'état-major. Quand je suis rentré, il m'a reçu et vraiment, nous avons perdu un grand chef. Voilà. Ce que je sais, c'est que socialement, c'était un homme très humble, affable, courtois, discret, mais d'une très grande compétence. Je pense que le Sénégal vient de perdre un très grand monsieur, un homme d'État, qui a été à la fois ministre de l'Intérieur, diplomate chevronné, un bon père de famille, ça je peux en témoigner. Un bon père aussi. Nous avons perdu un père, un ami. Vous avez perdu un frère, un ami. Nous sommes di gërëm bu baax. Il restera toujours dans nos cœurs. Ndaxte wax dëgg yàlla fu ñu waroon jaaral nañu fa. Aujourd'hui xëy na ñàkk nañu mais ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax moom accompagné lu mu mën
Il a toujours été à côté de nous jusqu'à ces derniers instants. Fini la prière mortuaire, direction le cimetière de Yoff, où va reposer le général Mamadou Niang après une vie remplie. Un homme bon, un homme de conviction et très serviable. Voilà ce que retiennent les habitants de Dalifort de leur maire Idrissa Diallo, décédé hier également. Les témoignages sont unanimes. Idrissa Diallo a marqué les esprits à jamais. Des confidences recueillies par notre reporter Abdourahmane Di. C'est une journée pas comme les autres, ici dans la commune de Dalifort. Les habitants viennent de perdre leur mère à la suite d'une courte maladie. À la mairie de Dalifort, justement, des personnes viennent de partout pour rejoindre le domicile du défunt. L'adjoint au maire, Cher Diop, n'a pas les mots pour exprimer sa tristesse. Il retient surtout de lui un homme de conviction. Une très grande perte pour la nation sénégalaise, mais surtout une perte pour la commune de Dalifort-Foirail. J'ai vécu avec l'homme, j'ai beaucoup vécu avec l'homme. J'ai appris l'homme. J'ai côtoyé l'homme, un homme digne, valeureux, courageux et surtout un homme de conviction. Meurtri, le garde du corps du désormais défunt maire de Dalifort l'est aussi suite au décès de Idrissa Diallo. Sidi Sissoko dit avoir perdu celui qu'il a réintégré dans la société. Il a joué un grand rôle dans ma carrière. J'ai été dans des situations très compliquées. J'ai fait toutes sortes de bêtises. Tout le monde m'avait abandonné. Je n'avais que mes parents qui me soutenaient. Il m'a réintégré dans la société. Beaucoup de gens lui demandaient pourquoi tu reprends ce bandit. Il ne les a pas écoutés. Il a cru en moi. J'ai même été en prison. Il est venu et m'a soutenu, accompagné de sa femme. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que je rends grâce à Dieu. Mais grâce à Idrissa Diallo, Un sentiment de tristesse qui anime également Samba Laobé Ndiaye. Il dit avoir perdu un ami sociable. Je ne vois pas qui dans le quartier n'aime pas Idrissa. Le Sénégal a perdu. Je ne parle pas de la population, mais je dis le Sénégal a perdu un homme digne. Idi est partout. Vraiment, il est partout. Alors, il néglige personne, il reçoit tout le monde, il parle avec tout le monde. À la maison familiale, un silence de cathédrale règne. La femme de Idrissa Diallo dans la cour de la maison est inconsolable. Sous la tente, collaborateurs proches et amis en communion prient pour le repos de l'âme de Idrissa Diallo. Le coronavirus a fait 5 morts aujourd'hui et 78 nouvelles contaminations. 984 tests ont été réalisés, 65 patients guéris et 37 sont encore sous traitement. Et voici à présent la mise en garde du chef de l'État sur sa page Facebook. Macky Sall a adressé un message à ceux qui, à ses yeux, continuent de bafouer les mesures barrières ou d'ignorer l'existence du coronavirus. Vous vous mettez en danger et vous mettez en danger les autres, a-t-il écrit. Il demande de penser aux morts, à leurs familles et aux patients dans les hôpitaux. Un appel à la vigilance alors renouvelé pour le respect strict des mesures en vigueur. L'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, a livré les 10 millions de masques destinés à la communauté éducative. Cette commande, estimée à 3 milliards de francs CFA, permet aux artisans sénégalais de résister à la crise sanitaire en partie. Et Babacar Seck a assisté ce matin à la cérémonie de remise des masques. Voici son compte-rendu. 10 millions de masques offerts à la communauté éducative, c'est le geste du chef de l'État à travers la délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Les départements ministériels concernés ont réceptionné les masques. Le chef de l'État a voulu bien mettre en place 3 milliards de francs CFA qui sont un don pour le secteur. Ce n'est pas des financements. Donc le président a offert les masques aux ministres qui sont là avec moi aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Formation professionnelle. Et chacun amènera les masques à partir de demain dans les écoles pour que les enfants, les étudiants, les élèves puissent mettre des masques et pour respecter les mesures barrières. Les 10 millions de masques ont été confectionnés par des industriels et artisans sénégalais qui ont pu, grâce à la commande de l'ADER, avoir des ressources pendant la crise sanitaire.
Il nous a donné les moyens et nous avons prouvé au système que nous sommes en mesure de faire le nécessaire. 10 millions de masques ont été produits en 4 mois. C'était comme par exemple, c'est à peu près 570 000 mètres de tissu et pratiquement plus de 10 km 500 d'élastique. Et aujourd'hui, l'autre aspect technique, c'est pratiquement toute la chaîne de valeur qui a bénéficié de ce projet sur les 3 milliards. Il reste à la communauté éducative dans son ensemble de bien utiliser les masques pour freiner la progression de la pandémie. Mais c'est l'appel qu'il faut lancer à mon avis. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, nous avons des enseignants aguerris qui surveillent. Nous avons les élèves qui comprennent et qui acceptent de le faire. Mais c'est dans la cour de l'école, c'est à la sortie de l'école, c'est pendant le transport et également à la maison. L'appel que nous lançons, c'est qu'un parent qui donne du matériel, qui donne des cahiers, des stylos, qui donne de quoi manger, qui donne également des habits, peut aussi vérifier avant que l'enfant sorte de sa maison qu'il a son masque. Vraiment, c'est l'appel que nous lançons. L'ADER va accompagner les différents ministères pour que les 10 millions de masques puissent être acheminés dans toutes les régions du Sénégal. Merci Babacar Seck. L'ONG 3D a rendu publique son étude sur l'impact de la pandémie sur le budget du Sénégal. Le déficit est passé de 400 milliards à plus de 700 milliards de francs CFA. Des pistes de solutions ont été proposées au gouvernement afin de lui permettre de réussir la relance économique. Aïssatou Diak et Seydina Mbaye pour les détails. Le budget national subit de plein fouet les effets de la pandémie de Covid-19. Le déficit budgétaire passe de 400 milliards l'année dernière à plus de 700 milliards de francs CFA en 2020. Une chute due au ralentissement de l'activité économique. Les finances publiques, en général, sénégalaises en particulier, sont tendues. En droit des finances publiques, lorsqu'on dit que les finances publiques sont tendues, il y a des éléments qui permettent d'apprécier cette tension en termes de finances publiques. Par exemple, prenons les indicateurs budgétaires et macroéconomiques. Je pense au déficit budgétaire. Le déficit budgétaire aujourd'hui est de 743 milliards. Avant la pandémie de la Covid-19, le déficit était tourné autour de 400 milliards. L'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le chef de l'État ont envenimé la situation. L'économie a été contaminée, et d'autant plus que les secteurs comme le tourisme ou le transport sont au ralenti. Les finances publiques Sénégal. À l'image des autres pays, la pandémie de la Covid-19 a impacté négativement l'économie sénégalaise et cela a eu des conséquences, notamment la crise. Mais l'État a réagi face à cette crise. La méthode passe par la réduction budgétaire, de gros efforts investis par les acteurs concernés pour relever l'économie sénégalaise. En réalité, de 2012 à 2018-2019, le gouvernement a fait des efforts importants en termes de réduction du déficit budgétaire qui est passé de 6,7% en 2011 à 3%. Jusqu'en 2018-2019. Avec la pandémie, le déficit est allé à vraiment 6%. Et ça, c'est une option du gouvernement du Sénégal. Si on se réfère aux lois de finances initiales et aux lois de finances rectificatives, le gouvernement, il ne faut pas l'oublier, a pris en charge le financement du fonds Force Covid-19 doté de 1000 milliards. Ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans d'autres pays, par exemple, les gouvernements étaient obligés de renoncer à une partie de leur salaire pour soutenir l'effort. Mais nous, l'État du Sénégal a pris l'engagement de supporter le financement de la résilience. La conséquence, c'est que le déficit a augmenté. La pandémie de Covid-19 rime avec la guerre sanitaire, mais aussi celle économique. Le gouvernement a lancé des plans pour apporter une réponse à cette crise sans précédent. Objectif, relancer la machine économique qui a pris de l'eau avec le coronavirus. Le conseil municipal de Salikégné à Kolda connaît des déficits, une baisse considérable des recettes fiscales en raison de la pandémie. Et le budget du conseil municipal a été arrêté à 134 millions de francs CFA et ce montant sera en partie consacré au secteur de la santé selon le maire Massiré Souané et le voici avec Seydou Diatta. Nous avons déroulé le budget participatif
un débat d'orientation a été tenu avec la participation des partenaires de la commune et des autorités administratives, puisque nous sommes une commune éligible au PACASEN rural. Donc avant le vote du budget, d'ailleurs, nous avons voté très tôt le compte administratif. Et le budget, on l'a voulu réaliste et réalisable. Et c'est pourquoi on l'a arrêté au montant de 134 millions. Et Inch'Allah, dans ce budget-là, nous avons projeté de construire non seulement 2 pavillons pour ouvrir notre mini-laboratoire, doter notre poste de santé de tout ce qu'il a besoin comme matériel. Donc la dernière dotation en matériel est l'appareil d'échographie, qui est une première dans la zone. Et ça a été une demande très forte, puisque Salé-Keñé, étant une commune, ne gère pas que sa population, la population des villages qui composent cette commune-là. On va au-delà du périmètre communal. S'y ajoute, il y a une partie de la Guinée-Bissau qui est là, parce qu'on est frontière avec la Guinée-Bissau. C'est un effort qu'on doit continuer, puisque aujourd'hui, les communautés qui participent dans leur propre développement sont les communautés-là qui sont censées être appuyées par les partenaires. Donc les Salé-Keñois l'ont compris et ils ont déclaré eux-mêmes vouloir payer les impôts. Et on espérait que d'ici à la fin de l'année, une somme conséquente va être mobilisée. Donc, aider aussi les femmes, les doter de machines pour alléger les travaux dans les périmètres maraîchers. Ceci est une menace du SAES. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur envisage de perturber l'année universitaire 2020-2021 si nécessaire. Il réclame l'ouverture des négociations sur les questions inscrites dans la plateforme revendicative du syndicat. Adamassar Barasso pour les détails. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur est sur le pied de guerre. Le préavis de grève prenait en compte les points suivants: la signature et l'application des textes de gouvernance des universités publiques. En effet, les universités sénégalaises fonctionnent dans une totale illégalité depuis la promulgation de la loi 2015 du 28 décembre 2015. La question relative à l'orientation des bacheliers. Le troisième point donc de notre plateforme revendicative était relatif à l'achèvement des chantiers en cours dans les universités. Le dernier point de la plateforme revendicative est relatif à la valorisation des conditions de recherche. Et aujourd'hui, l'avènement de la COVID-19 nous a... Sur la question de la recherche, le SAES réitère sa position pour ce qu'il appelle une véritable politique au Sénégal et en Afrique. L'un des meilleurs intrants pour les pays en voie de développement et pour les pays développés, c'est la recherche. Et dans nos universités sénégalaises et dans nos universités africaines, le parent pauvre, c'est la recherche. Dieu faisant bien les choses, l'avènement de la COVID-19 nous a encore donné raison sur cette question-là. Autre point abordé, le paiement des salaires de 200 professeurs recrutés dans les universités. Sur ce, le SAES tire la sonnette d'alarme. L'année dernière, nous avons eu, dans le cadre des discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous avons pu décrocher 200 postes qui devaient être affectés aux universités. Beaucoup d'universités ont déjà procédé à ces recrutements, ont déjà envoyé les procès-verbaux au niveau du ministère, mais jusqu'au moment où on parle, aucune prise en charge donc, de ces postes n'est effective dans les universités. Ce qui fait que donc, cela forcément a un impact sur le fonctionnement des universités. Si toutes ces revendications ne sont pas prises en compte, le SAES menace de perturber l'année universitaire 2020-2021.
Adamassar, une note de sport, Coupe d'Afrique de beach soccer. Le sélectionneur national Ibrahim Mandiaye Chita confirme la tenue de la compétition au Sénégal. Une rencontre est d'ailleurs prévue demain à Dakar pour échanger sur le calendrier de démarrage déjà du championnat national. Ibrahim Mandiaye Chita s'est exprimé depuis Kolda, des propos recueillis par notre correspondant Seydou Diatta. Il y a des conditions qui ont été posées et ce qui est valable aussi pour le foot à 11, pour le démarrage du championnat, est valable pour le beach soccer, pour le démarrage du championnat. On ne peut pas participer à une Coupe du Monde, à une Coupe d'Afrique qu'on organise sans pour autant ne pas avoir un championnat où le sélectionneur national, particulièrement, va procéder à la sélection des joueurs. L'État un peu lâché du laisse. Ça, on remercie quand même le ministre des Sports, le ministre aussi de l'Intérieur et le ministre de la Santé. Donc, mercredi, on a réuni à la fédération pour donner la feuille de route du championnat qui démarre le 9. Éventuellement, après, il y a 2 mois de compétition et ensuite, on prépare la Coupe d'Afrique de beach soccer qui va se tenir au Sénégal, du 23 au 29, pour vous dire que donc, on est dans le temps. Là, on va jouer un championnat qui démarre. C'est moi-même qui ai fait le calendrier. À partir du 9, Inch'Allah, on va démarrer. Le championnat, on jouera jusqu'au 23 mars. Et là, ce sera une opportunité pour permettre aux joueurs d'avoir quand même quelque chose dans les jambes. Et ensuite, on a fait un programme sur le plan international pour permettre à l'équipe nationale de se préparer, surtout à travers des matchs amicaux. Et je suis convaincu qu'avec le président que nous avons, qui est Augustin Senghor, il va nous donner quand même la possibilité quand même de faire toutes ces compétitions. Il y a un phénomène qui est là, c'est le problème des pirogues. Et il y a une opportunité à travers le sport et que nous maîtrisons, voir éventuellement comment maîtriser les jeunes, dans les occuper. Si on connaît aujourd'hui, Bambali, c'est à cause de Sadio. Et sûrement, les gens vont venir investir là-bas. Pourquoi pas, on ne peut pas le faire ici? J'ai dit non, on organise des tournois. Et s'il y a un garçon qui est vraiment pétri de talent, 1 ou 2, mais on va essayer de voir là où on va le placer, de sorte que demain, il pourra même apporter quelque chose à la commune, à sa famille, et éventuellement aussi d'autres vont se référer à lui. Et là, on a un tournoi qui va se dérouler dans la commune de Kolda au mois de février. En direction Centrafrique, les observateurs valident le scrutin de dimanche dernier. La mission d'observation électorale de l'Union africaine en République centrafricaine conclut que les élections sont conformes aux standards internationaux. Elle recommande alors aux acteurs politiques de mener un dialogue constructif pour une paix durable en RCA. Une information de notre envoyé spécial à Bangui, Amagoro Robernion, à la suite du journal. En 2018, il a été reconnu parmi les 50 personnalités les plus influentes en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Daouda Thiam, président directeur général de l'Université Kebambay et de l'ONG Open International. La rubrique Réussir au Sénégal s'intéresse aujourd'hui à son histoire et à son parcours. Un entrepreneur dans le secteur de l'éducation et de la formation, entretient avec Adamassar. Daouda Thiam, je suis le président fondateur de l'Université Kebambay, du groupe Open International et aussi de la nouvelle Université Internationale Paul Kagame. Il est né dans la commune de Niassène, située dans la région de Fatick. Daouda Thiam a fait tout son parcours au Sénégal. Je vois que c'est issu d'une enfance très mouvementée, avec aussi un vécu dans la vie associative, qui a aussi traversé des conditions très difficiles jusqu'à l'université. Et je me suis fait le choix de partir de mes propres responsabilités, c'est-à-dire de prendre mon destin en main, en créant aussi mon propre entreprise. Ça a été difficile dans un contexte où j'ai terminé mes études. Je dois faire le choix d'aller postuler dans les entreprises, voire même essayer de démarrer avec mon propre business. Après avoir investi dans l'enseignement et la formation en 2019, Daouda Thiam envisage de se lancer dans les médias. On a développé aussi des stratégies de coaching, d'accompagnement des jeunes. Je crois que depuis qu'on a démarré, plus de 48 000 jeunes ont bénéficié de nos offres dans les universités nationales et internationales. Et après Open International, en 2018, je me suis dit qu'il fallait au moins essayer d'élargir. C'est ce qui nous a donné l'idée de créer l'Université Kebambay en 2019. Nous formons des étudiants, certes,
Mais ces étudiants que nous formons, il faut ne serait-ce que leur donner une possibilité de passer par la pratique côté emploi. On se dit, si on crée cette boîte de communication, cet organe de presse, donc on pourra leur donner une possibilité de s'épanouir et aussi de faire des stages. Daouda Thiam est conscient du danger que représente le phénomène de l'immigration clandestine. C'est pourquoi il appelle les jeunes à croire en eux. À ces jeunes de prendre la responsabilité. Si vous voyez l'argent qu'ils dépensent pour prendre ces pirogues-là, ça peut être le début d'un projet, le début de la réalisation d'un projet. Parce que nous, lorsque nous démarrons au début, on n'avait même pas de quoi acheter une rame de papier. On n'avait même pas de quoi payer un local. On était à l'université. Ce qui veut dire qu'il suffit d'avoir la détermination et la foi à notre destin. Et de prendre ses responsabilités aussi, de se dire que ce que je dois devenir, c'est à moi c'est à moi aussi en personne de porter cette responsabilité. En 2018, Daouda Thiam a été reconnu parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest, une distinction décernée par Influence Magazine. Une autre success story à découvrir mardi prochain sur ITV. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Cher Hassan Afal revient tout de suite pour la totale bloc d'information, la deuxième partie. Et on se donne rendez-vous demain, 19h45, pour un autre journal. Bonsoir à tous.